Et si une simple photographie pouvait contenir toute une vie de regrets? Et si un morceau de tissu jauni par le temps révélait le poids d'un secret qu'une femme a porté pendant 30 ans? Janvier 1931, à Bordeaux. Une couturière de 60 ans est assise sur un banc gelé, tenant contre son cœur une petite chemise d'enfant. Pour les passants, c'est juste une vieille femme pauvre. Mais quelques minutes plus tard, un photographe va déclencher son appareil et figer dans l'histoire le visage d'une mère qui a aimé en silence. Ce que personne ne savait, c'est que cette image allait traverser des générations et dévoiler, des décennies plus tard, une vérité que la France préférait oublier. Restez avec moi, car aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire dramatisée, inspirée de faits réels du début du XXe siècle. Une histoire d'amour, de honte et de rédemption silencieuse. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime si vous aimez les histoires humaines et dites-nous de quelle ville vous regardez. Votre soutien aide à faire vivre ces récits qui nous rappellent d'où nous venons et ce que l'amour peut endurer. Janvier 1931. Place des Capucins, Bordeaux. Une femme de 60 ans est assise sur un banc gelé, ses doigts arthritiques cousant un ourlet de robe de mariée. Entre deux poings, elle caresse un morceau de tissu usé qu'elle garde contre sa poitrine. Dans 3 minutes, un photographe va s'approcher. Dans 3 minutes, elle va prendre une décision qui transformera ce tissu ordinaire en l'un des symboles les plus bouleversants de la honte maternelle du XXe siècle. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez pourquoi cette femme sourit sur la photo même, en sachant qu'elle ne reverra jamais celui qu'elle aime le plus au monde. Ceci est l'histoire d'Élise Caron. Une mère qui a abandonné son fils il y a 30 ans. Une femme qui a gardé un secret si lourd qu'il a détruit sa vie entière. Une couturière dont les mains ont créé de la beauté pour des centaines de mariés, mais qui n'a jamais eu le droit de tenir son propre enfant dans ses bras plus d'1 année. Cette photographie a été découverte en 1987 dans les archives du photographe Alphonse Riva, conservées au musée d'Aquitaine. Son carnet de terrain porte une annotation simple, datée du 31 janvier 1931. EC, 60 ans, couturière. Garde le vêtement de son fils depuis 30 ans. Ne l'a jamais recherché par honte. Mais regardez son sourire dans l'image. Ce n'est pas le sourire d'une femme heureuse. C'est le sourire de quelqu'un qui connaît un secret terrible. Un secret qui a coûté 200 vies si quelqu'un l'avait découvert. Non, attendez. Laissez-moi recommencer. Ce secret n'a rien à voir avec la guerre ou l'espionnage. C'est bien plus simple et infiniment plus douloureux. C'est le secret d'une femme qui a choisi entre sauver son enfant et garder sa dignité. Et qui a passé chaque jour des 30 dernières années à se demander si elle avait fait le bon choix. Voici Élise Caron. Née en 1872 dans une famille de paysans à la Teste de Buch, un village près de l'océan Atlantique. À 18 ans, elle était considérée comme la plus belle fille de la région. Cheveux noirs, yeux verts, sourire qui faisait tourner les têtes à la messe du dimanche. Mais Élise gardait un secret que même sa propre mère ne connaissait pas. Un secret qui allait détruire sa vie avant qu'elle n'ait 20 ans. Elle travaillait comme aide domestique dans une grande maison de famille. C'est là qu'elle a rencontré Henri Duret, commerçant marié, père de 3 enfants, 42 ans. Et Élise, 19 ans à peine, est tombée amoureuse de cet homme qui lui promettait un avenir qu'il ne pourrait jamais lui donner. Les registres municipaux de la Teste de Buch confirment l'expulsion d'Élise Caron de la maison paternelle en octobre 1901. Motif inscrit à la main par le maire. Grossesse illégitime. Déshonneur familial. À l'époque, une grossesse hors mariage n'était pas simplement un scandale. C'était une condamnation sociale. Une mort civile. Les portes des églises se fermaient. Les voisins crachèrent par terre quand vous passiez. Votre propre famille vous effaçait de l'arbre généalogique, comme si vous n'aviez jamais existé. Élise avait 30 ans. Enceinte, sans argent, sans famille, sans avenir. Elle a marché pendant 2 jours jusqu'à Bordeaux, dormant dans des granges, mangeant des restes trouvés derrière les boulangeries. Quand elle est arrivée à l'asile Sainte-Marie, dirigée par des religieuses, elle avait les pieds en sang et une fièvre de 39 degrés.
les sœurs l'ont accueillie, pas par charité, par devoir. Et en échange, Élise devrait payer son hébergement en lavant les draps souillés de toutes les autres filles comme elle. Le registre de l'asile Sainte-Marie, aujourd'hui conservé aux archives diocésaines de Bordeaux, mentionne l'arrivée de E.C., 30 ans, enceinte de 6 mois, sans ressources. Le 12 mars 1902, elle a donné naissance à un garçon. Poids 3 kg de sang, cheveux noirs, yeux qui ne s'ouvriraient complètement que 3 jours plus tard. Des yeux verts, comme ceux de sa mère. Pendant 1 an, Élise a vécu dans une seule pièce avec son fils. Elle l'a appelé Julien, pas de nom de famille. Juste Julien. Elle cousait des vêtements pour les autres pensionnaires en échange de nourriture. Elle chantait des berceuses que sa propre mère lui avait chantées. Elle embrassait ses petits pieds en comptant ses orteils. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Tous parfaits. Mais Élise ne savait pas encore qu'elle vivait ses derniers moments de bonheur. En mars 1903, sœur Thérèse, la directrice de l'asile, l'a convoquée. Élise se souvient encore de cette conversation comme si c'était hier. La religieuse lui a dit que garder l'enfant serait égoïste, qu'elle le condamnait à une vie de pauvreté et de honte, que des familles respectables cherchaient à adopter, que Julien aurait un nom, une éducation, un avenir. Et vous, mademoiselle Caron, vous aurez la paix. La paix. Ce mot a résonné dans la tête d'Élise pendant des semaines. Elle regardait son fils dormir et se demandait si elle avait le droit de le garder, si elle avait le droit de l'aimer, si elle avait le droit d'être sa mère. Le Code civil français de l'époque interdisait toute recherche de paternité. Henri Duret ne serait jamais inquiété, ne paierait jamais un centime, ne reconnaîtrait jamais son fils. La loi protégeait les hommes mariés, abandonnait les mères célibataires. C'était simple, c'était brutal. C'était la France de 1903. Élise a passé des nuits entières à pleurer en silence, pour ne pas réveiller Julien. Elle savait que sœur Thérèse avait raison. Elle n'avait rien à offrir à son fils, sauf son amour. Et l'amour, dans la France catholique du début du siècle, ne nourrissait pas les enfants. Par un matin de mai 1903, Élise a pris la décision qui entrait chacun de ses jours jusqu'à sa mort. Elle a cousu une chemise en lin blanc. Ses mains tremblaient tellement qu'elle s'est piquée 3 fois avec l'aiguille. Elle a brodé les initiales JC sur le col. Julien Caron. Même s'il ne porterait jamais ce nom. Même s'il deviendrait quelqu'un d'autre. À 9h du matin, une dame de l'association caritative est arrivée. Élise a habillé Julien avec la chemise blanche. L'a embrassé sur le front, sur les joues, sur les petites mains qui agrippèrent son doigt. Elle lui a murmuré « Je t'aime plus que tout au monde ». Puis elle l'a donné à cette étrangère. Le livre des baptêmes de la paroisse Saint-Michel enregistre l'entrée suivante. 15 mai 1903. Julien, fils de mère inconnue. Adopté par la famille Morel de Paris. Élise est restée dans sa chambre pendant 3 jours sans manger, sans parler, sans pleurer. Parce qu'elle avait promis à sœur Thérèse de ne pas faire de scène, de ne pas déranger les autres pensionnaires, d'être reconnaissante pour la charité reçue. Le 4e jour, elle a remarqué que la chemise blanche était toujours là, pliée sur sa chaise. La famille Morel avait apporté des vêtements neufs pour Julien, avait laissé cette chemise cousue main comme si elle ne valait rien. Élise l'a ramassée, l'a portée à son visage. Elle sentait encore son fils, le lait, la peau de bébé, l'innocence. Elle ne l'a plus jamais lâchée. Et 30 ans plus tard, quand le photographe Alphonse Rivat l'a trouvée sur ce banc gelé de la place des Capucins, cette chemise était toujours là, lavée 2 fois par an avec du savon spécial, pliée avec un soin religieux, gardée contre son cœur comme la seule preuve que son fils avait vraiment existé. Mais ce qu'Élise ne savait pas en 1931, c'est que Julien existait encore, qu'il la cherchait, et qu'il était en train de découvrir une vérité qui briserait son cœur autant que le sien avait été brisé 30 ans plus tôt. 1903 à 1929. 26 années de survie. Pas de vie. Juste de survie. Après avoir quitté l'asile Sainte-Marie, Élise a trouvé du travail comme lavandière dans les faubourgs de Bordeaux. 6 jours par semaine, 14 heures par jour,
les mains plongées dans l'eau froide qui rongeait sa peau jusqu'à l'os. Le dimanche, elle allait à la messe, s'agenouillait au dernier rang, priait pour le pardon qu'elle sentait ne jamais mériter. Les diaires des survivantes de cette époque, conservés par la Croix-Rouge, décrivent une France où des centaines de femmes comme Élise vivaient dans l'ombre. Mères sans enfants, femmes sans nom, fantômes sociaux qui travaillaient jusqu'à l'épuisement pour oublier ce qu'elles avaient perdu. Mais Élise ne pouvait pas oublier. Chaque fois qu'elle voyait un petit garçon dans la rue, son cœur s'arrêtait. Est-ce lui? A-t-il les cheveux noirs, les yeux verts, le sourire que je n'ai jamais pu voir grandir? Et puis la honte l'envahissait, parce qu'une partie d'elle enviait ses autres mères, les détestait même, pour avoir le droit de tenir leurs enfants, de les appeler par leur nom, de les aimer sans se cacher. En 1908, 5 ans après l'abandon, quelque chose s'est cassé en elle. Élise marchait près du port quand elle a vu Henri Duret, l'homme qui avait détruit sa vie. Il promenait ses 3 enfants légitimes, riait, les portait sur ses épaules, vivait comme si elle n'avait jamais existé, comme si Julien n'avait jamais existé. Cette nuit-là, Élise a sorti la chemise blanche de la petite boîte où elle l'a gardée, a allumé une bougie, a tenu le tissu au-dessus de la flamme. Si elle brûlait cette chemise, peut-être pourrait-elle enfin oublier, peut-être pourrait-elle enfin être libre. Ses mains ont tremblé pendant 10 minutes. Puis, elle a replié la chemise, l'a embrassée, et a pleuré jusqu'au lever du soleil, parce qu'elle ne voulait pas oublier. Elle voulait se souvenir, même si chaque souvenir était une douleur. En 1912, Élise a quitté le travail de lavandière. Ses mains développaient une arthrite précoce à cause de l'eau glacée. Une cliente avait remarqué ses talents de couture et lui avait proposé un emploi dans un petit atelier de confection. Salaire misérable. Mais au moins elle pouvait s'asseoir. Au moins elle pouvait créer au lieu de nettoyer. Rapidement, Élise est devenue connue pour ses broderies de robes de mariée. Ses doigts, malgré la douleur croissante, créaient des motifs floraux d'une délicatesse extraordinaire. Des roses, des lys, des symboles d'amour et de pureté qu'elle cousait pour des femmes qui auraient craché sur elle si elles avaient connu son passé. L'ironie ne lui échappait pas. Elle préparait des robes pour des mariages qu'elle n'aurait jamais, pour des bonheurs qu'elle ne connaîtrait jamais, pour des vies qu'on lui avait refusées. En 1914, la Grande Guerre a éclaté. Bordeaux s'est vidé de ses hommes. Les ateliers de couture ont fermé les uns après les autres. Élise s'est retrouvée au chômage à 42 ans, dans une ville où la moitié de la population mourait de faim. Un jour de décembre 1915, elle s'est arrêtée devant un bureau de recrutement d'infirmières volontaires. Les autorités cherchant des femmes pour s'occuper des blessés au front. Pas de formation nécessaire, juste du courage. Et surtout, personne ne poserait de questions sur votre passé. Élise a fixé l'affiche pendant 1 heure. Si elle partait à la guerre, peut-être mourrait-elle avec un but. Peut-être que Dieu lui pardonnerait si elle sauvait la vie d'autres fils. D'autres Julien. Elle a tendu la main vers la porte, puis s'est arrêtée. Non. Si elle mourait, qui se souviendrait de Julien? Qui garderait cette chemise blanche? Qui prouverait qu'il avait existé, qu'il avait été aimé, ne serait-ce qu'1 année? Elle est rentrée chez elle, a survécu à la guerre en cousant des uniformes pour l'armée, a survécu à la grippe espagnole de 1918 en se barricadant dans sa chambre pendant 3 mois, a survécu à tout parce qu'elle n'avait pas le droit de mourir tant que son fils respirait quelque part. En 1918, la guerre s'est terminée. Élise avait 46 ans. Pas de famille, pas d'amis proches, juste Madame Roche, sa propriétaire, qui connaissait son histoire et ne la jugeait pas, qui réduisait le loyer les mois difficiles, qui frappait à sa porte pour s'assurer qu'elle mangeait. Cette année-là, Élise a réussi à économiser 3 francs. 3 misérables francs après des mois de privation. Elle est allée au marché aux fleurs, a acheté un bouquet de violettes, les a mises dans un verre d'eau sur sa table, et pour la première fois en 17 ans, elle s'est autorisée à sourire. Parce que ces fleurs n'étaient nées pour personne d'autre qu'elle, parce qu'elle était encore vivante, parce que quelque part,
Elle l'espérait. Julien était vivant aussi. Mais en 1922, quelque chose a failli détruire cet équilibre fragile. Élise cousait une robe de baptême pour une cliente quand celle-ci a mentionné négligemment. « Mon médecin de famille vient de Paris, Dr Morel. Un homme merveilleux, si jeune et déjà si compétent. » Le nom a frappé Élise comme un coup de poing. Morel, la famille qui avait adopté Julien. Docteur, son fils était devenu médecin. Elle a laissé tomber son aiguille, a murmuré une excuse, est rentrée chez elle en courant, a verrouillé sa porte. Et pendant 3 jours, elle n'a pas pu manger, dormir, respirer normalement. Son fils était vivant, avait réussi, était devenu quelqu'un. Exactement ce que sœur Thérèse avait promis, exactement ce qu'elle n'aurait jamais pu lui offrir. Mais cette révélation, au lieu de la soulager, l'a écrasée sous un poids encore plus lourd. Parce que maintenant elle savait. Julien existait. Julien était proche. Et elle n'avait toujours pas le droit de l'approcher. Les années suivantes ont été les plus difficiles. L'arthrite s'aggravait. Ses doigts se déformaient lentement. Elle devait coudre de plus en plus près d'une bougie pour compenser sa vue déclinante. Se brûlait les mains régulièrement. Mais elle ne pouvait pas arrêter. La couture était tout ce qu'elle avait. En 1925, quelque chose d'inattendu s'est produit. Sœur Thérèse, la religieuse qui l'avait convaincue d'abandonner Julien 22 ans plus tôt, a frappé à sa porte. La vieille femme avait 80 ans. Marchait avec une canne. Pleurait avant même qu'Élise n'ouvre complètement la porte. Une lettre conservée aux archives diocésaines de Bordeaux témoigne de cette rencontre. Sœur Thérèse y écrit « Pardonne-moi, ma fille. Nous étions cruels au nom de Dieu. J'ai détruit des centaines de vies en croyant les sauver. Je vais mourir bientôt. Mais je voulais que tu saches. Tu n'étais pas une pécheresse. Tu étais une mère. Et je suis désolée. » Élise a pleuré dans les bras de cette femme qu'elle avait haïe pendant 2 décennies. Non pas parce qu'elle lui pardonnait complètement, mais parce qu'enfin, quelqu'un reconnaissait sa douleur. Quelqu'un admettait qu'elle avait été victime, pas coupable. Sœur Thérèse est morte 3 semaines plus tard, mais elle avait donné à Élise quelque chose de précieux. La permission de se considérer comme une mère, pas seulement comme une femme déchue. En 1928, une jeune fille de 19 ans est venue frapper à sa porte. Enceinte. Terrifiée. Rejetée par sa famille. Exactement comme Élise 27 ans plus tôt. Élise l'a accueillie. Lui a appris à coudre. L'a aidé à économiser de l'argent. Et quand le bébé est né, elle lui a dit « Tu as le choix. Si tu veux le garder, je t'aiderai. Si tu veux le donner, c'est ton droit. Mais ne laisse jamais personne décider à ta place. » La jeune fille a gardé son enfant. Et des années plus tard, elle a raconté que Madame Caron lui avait sauvé la vie. Mais Élise, elle, n'a jamais eu ce choix. Et cette pensée continuait à la hanter chaque nuit. Novembre 1929. Un matin qui allait changer tout. Élise achetait du pain chez Monsieur Dubois, le boulanger qui lui donnait toujours les miches de la veille, soi-disant oubliées, sauvant ainsi cette femme de la faim plus souvent qu'elle ne voulait l'admettre. Sur le comptoir, un exemplaire du journal local La Petite Gironde traînait, ouvert à la page des annonces. Ses yeux, malgré leur faiblesse croissante, ont accroché un nom. Dr Julien Morel, médecin à Paris, recherche information sur ses origines. Né en 1902, adopté à Bordeaux par la famille Morel. Toute personne ayant connaissance de l'institution de charité Asile Sainte-Marie est priée de contacter. Le pain est tombé de ses mains. Monsieur Dubois a crié son nom 3 fois avant qu'elle ne réagisse. Elle a ramassé le pain, a murmuré merci, est sortie en oubliant de payer. Le boulanger ne lui a rien dit. Il avait vu son visage. Quelque chose venait de se briser. Élise a couru jusqu'à sa chambre, a fermé la porte à clé, a relu l'annonce 50 fois. Chaque mot, chaque virgule. Recherche information sur ses origines. Son fils la cherchait, après 27 ans. Julien voulait savoir d'où il venait, qui était sa mère, pourquoi elle l'avait abandonné. Pendant 3 jours, Élise n'a pas dormi. Elle composait mentalement des lettres. « Cher Julien,
Je suis la femme qui t'a donné la vie. Non, trop direct. Monsieur le docteur, j'ai des informations concernant votre naissance. Non, trop froid. Mon fils. Pardonne-moi. Trop pathétique. Elle a écrit 17 versions. 17 lettres qu'elle a brûlées une par une. Parce que chaque fois qu'elle essayait d'expliquer pourquoi elle l'avait abandonné, les mots sonnaient comme des excuses vides. Comment dire à un fils que vous l'avez donné parce que vous étiez lâche? Parce que vous aviez peur? Parce que vous avez cru des religieuses qui vous disaient que l'amour ne suffisait pas? L'hiver 1929 a été le plus froid que Bordeaux ait connu depuis des décennies. Les statistiques météorologiques de l'époque enregistrent des températures descendant à moins 12 degrés pendant 15 jours consécutifs. Élise n'avait pas d'argent pour le charbon. Elle cousait emmitouflée dans toutes ses robes à la fois. La nuit, elle dormait recroquevillée autour de la chemise blanche de Julien, comme si ce tissu pouvait la réchauffer. Une nuit, elle a failli mourir de froid. S'est réveillée incapable de bouger ses doigts. Madame Roche l'a trouvée le lendemain matin, à moitié consciente, murmurant le nom de son fils. L'a forcé à boire du bouillon chaud, à payer pour un peu de charbon. Lui a sauvé la vie sans poser de questions. Mais Élise n'était pas sûre de vouloir être sauvée. Parce que vivre signifiait faire un choix. Contacter Julien ou rester dans l'ombre. Et les deux options étaient une torture. Si elle le contactait, il saurait qui elle était. Une ancienne domestique tombée enceinte d'un homme marié. Une femme qu'il avait abandonnée. Une ratée qui n'avait rien réussi de sa vie. Il la mépriserait, la jugerait. Et elle ne pourrait pas le supporter. Mais si elle ne le contactait pas, il continuerait à chercher. Continuerait à croire que sa mère l'avait oublié. Ne saurait jamais qu'elle avait gardé sa chemise pendant 27 ans. Qu'elle avait prié pour lui chaque soir. Qu'elle l'avait aimé plus que sa propre vie. En mars 1930, Élise a pris une décision. Elle a marché jusqu'à la poste. A acheté du papier à lettres. S'est assise à une table publique, a écrit « Monsieur le docteur Morel, je possède des informations concernant votre naissance à l'asile Sainte-Marie en 1902. Votre mère biologique ?» Sa main s'est arrêtée sur le mot « mère ». Avait-elle le droit de s'appeler ainsi? Une mère ne donne pas son enfant. Une mère se bat. Une mère garde son fils même si le monde entier la condamne. Elle a froissé la lettre. En a écrit une deuxième. Puis une troisième. Une quatrième. À chaque fois, les mots refusaient de venir. À chaque fois, la honte l'étouffait. Au bout de 2 heures, elle avait 17 lettres froissées devant elle. L'employé de la poste la regardait avec pitié. Élise a ramassé toutes les lettres, est rentrée chez elle, les a brûlées dans sa cheminée, parce qu'elle avait compris quelque chose de terrible. Julien ne cherchait pas une mère, il cherchait des réponses. Et la seule réponse qu'elle pouvait lui donner était qu'elle avait été trop faible pour le garder, trop lâche pour se battre, trop soumise aux règles d'une société qui punissait les femmes pour les péchés des hommes. Les mois suivants ont été un cauchemar. Élise voyait le nom de Julien partout, dans les journaux, sur les affiches médicales. Elle imaginait sa voix, son visage, se demandait s'il ressemblait à Henri ou à elle, s'il avait hérité de ses yeux verts, de son sourire, de ses mains habiles. En septembre 1930, elle a appris par une cliente que le docteur Morel avait arrêté ses recherches, n'avait trouvé aucune piste, avait conclu que sa mère biologique était probablement morte ou ne voulait pas être retrouvée. Cette phrase a détruit Élise plus sûrement que 30 ans de solitude. Ne voulait pas être retrouvée. Julien pensait qu'elle s'en fichait, qu'elle l'avait oublié, qu'elle avait refait sa vie sans regarder en arrière. Cette nuit-là, Élise s'est agenouillée devant la petite boîte où elle gardait la chemise, a prié plus fort qu'elle ne l'avait jamais fait. « Mon Dieu, faites qu'il sache. Faites qu'il comprenne un jour que je l'ai aimé, que pas un seul jour je ne l'ai oublié, que cette chemise est la preuve que je n'ai jamais cessé d'être sa mère, même si je n'en avais pas le droit. » Les clients d'Élise commençaient à remarquer quelque chose. Ses broderies devenaient de plus en plus belles, presque obsessionnelles. Elle passait des heures sur un seul motif de rose, refaisait 10 fois le même point,
si la courbe n'était pas parfaite. Une cliente lui a demandé pourquoi elle se donnait tant de mal pour une simple robe. Élise a répondu: parce que créer de la beauté est la seule chose qui me reste. Ce qu'elle ne disait pas, c'est que chaque broderie était une prière. Chaque point était un « je t'aime » murmuré à un fils qui ne l'entendrait jamais. Chaque robe de mariée était un rêve qu'elle cousait pour d'autres parce qu'elle ne pouvait plus rêver pour elle-même. En décembre 1930, sa vue s'est encore détériorée. Elle devait placer sa bougie à quelques centimètres du tissu pour voir ses points. Se brûlait les doigts régulièrement. Mais elle refusait d'arrêter. Parce qu'arrêter de coudre signifiait arrêter de vivre. Un soir de janvier 1931, particulièrement froid, Élise a sorti la chemise de Julien, la tenue contre son visage. Le tissu ne sentait plus son fils depuis longtemps. Mais elle fermait les yeux et se forçait à se souvenir. La peau douce, les petites mains, le poids parfait de son corps contre sa poitrine. Et elle s'est fait une promesse. Avant de mourir, elle ferait quelque chose, n'importe quoi, pour que Julien sache qu'elle avait existé, qu'elle l'avait aimé, qu'elle n'était pas le monstre qu'il imaginait. 3 semaines plus tard, par un matin glacial de janvier, elle a pris la chemise et est sortie. Ne savait pas où elle allait, ne savait pas ce qu'elle cherchait, juste qu'elle ne pouvait plus rester enfermée avec ce secret. Elle s'est assise sur un banc de la place des Capucins, a sorti son ouvrage du jour, une robe de mariée, et entre 2 points, elle caressait la chemise blanche qu'elle gardait toujours contre elle. C'est à ce moment qu'un homme s'est approché. Appareil photo à la main, sourire bienveillant sur le visage. « Bonjour madame, je m'appelle Alphonse Rivat. Je suis photographe. Je fais un projet sur les visages oubliés de la France. Puis-je vous demander ce que vous tenez là ? 31 janvier 1931. 15h27. Place des Capucins, Bordeaux. » Élise a regardé cet homme avec son appareil photo. A pensé dire non. A pensé se lever et partir. Mais quelque chose dans ses yeux l'a arrêtée. Il ne la regardait pas avec pitié, ni avec jugement, juste avec une curiosité bienveillante. Elle a baissé les yeux vers la chemise blanche dans ses mains. Et pour la première fois en 30 ans, elle a eu envie de parler, de raconter, de faire exister son histoire autrement qu'en silence. Alphonse Rivat s'est assis à côté d'elle. N'a rien dit pendant 5 minutes. A juste attendu. Les bons photographes savent que les meilleures histoires viennent quand on ne force rien. Finalement, Élise a murmuré. « C'est la chemise de mon fils. » Rivat a hoché la tête. « Il est décédé. »« Non, » a répondu Élise. « C'est pire. Il est vivant quelque part. Et il ne sait pas que j'existe. » Pendant 3 heures, sur ce banc gelé, Élise Caron a raconté sa vie à un étranger. A parlé de Henri Duret, de la grossesse, de l'expulsion, de l'asile Sainte-Marie, de Julien nouveau-né avec ses yeux verts, de la chemise qu'elle avait cousue, de l'abandon, des 30 années passées à survivre avec ce poids sur la poitrine. Rivat écoutait, prenait des notes dans son carnet, mais surtout, il ne jugeait pas. Et c'était la première fois qu'Élise racontait son histoire à quelqu'un qui ne lui disait pas qu'elle avait bien fait, ou qu'elle aurait dû faire autrement. Il écoutait juste, et ça suffisait. Quand elle a eu fini, le soleil commençait à descendre. La lumière dorée de fin d'après-midi donnait à la place une beauté mélancolique. Rivat a regardé Élise tenant cette chemise. A vu quelque chose que peu de gens auraient vu. Pas une vieille femme misérable, mais un symbole. Le portrait d'une époque entière, de toutes ces mères sacrifiées sur l'autel de la morale catholique. « Madame Caron, » a-t-il dit doucement, « puis-je vous photographier, avec cette chemise, pas comme une pauvre femme, mais comme un témoignage, pour que votre histoire ne soit pas oubliée. » Élise a hésité. Pendant 20 minutes exactement, elle pensait à Julien. S'il voyait cette photo un jour, reconnaîtrait-il la chemise? Comprendrait-il? Ou la haïrait-il encore plus pour avoir exposé leur secret? Mais ensuite, elle a pensé à toutes ces autres femmes, celles qui avaient en vécu la même chose, qui gardaient les mêmes secrets, qui portaient la même honte.
Peut-être que cette photo pourrait parler pour elles aussi. D'accord, a-t-elle murmuré. Mais promettez-moi quelque chose. Si mon fils voit cette image un jour, dites-lui que ce n'est pas du deuil. C'est le poids de ce que nous laissons par lâcheté. Rivat a acquiescé, a positionné son appareil, a demandé à Élise de tenir la chemise comme elle la tenait toujours, contre sa poitrine, près de son cœur. Mais au dernier moment, Élise a fait quelque chose d'inattendu. Elle a souri, un sourire étrange, ni heureux ni triste, un sourire qui disait « J'ai survécu. J'ai gardé cette chemise pendant 30 ans. J'ai aimé mon fils chaque jour même s'il ne le saura jamais. Et ça, personne ne peut me l'enlever. » Rivat a appuyé sur le déclencheur. Le clic de l'obturateur a résonné dans le silence de la place. Un instant figé pour l'éternité. Une femme de 60 ans. Des mains déformées par l'arthrite. Une chemise d'enfant usée par le temps. Et un sourire qui contenait 30 années de douleur et d'amour indestructible. « Voilà », a dit Rivat en rangeant son appareil. « C'est fait. » Élise a regardé ses mains tenant la chemise, a réalisé que quelque chose venait de changer. Cette photo existait maintenant. Son histoire existait. Elle n'était plus juste un secret honteux caché dans une chambre sombre. Elle était devenue un témoignage. Le carnet de terrain d'Alphonse Rivat, aujourd'hui conservé dans les archives du musée d'Aquitaine, porte une annotation à cette date. UUC, 60 ans, couturière. Garde le vêtement de son fils depuis 30 ans. Ne l'a jamais recherché par honte. Dit que ce n'est pas du deuil, mais le poids de la lâcheté. L'un des portraits les plus bouleversants de ma carrière. Cette femme porte le poids d'une époque entière. Après la séance photo, Rivat a donné à Élise son adresse. Si vous changez d'avis et voulez que je détruise le négatif, faites-le moi savoir. Sinon, cette image fera partie de mon exposition « Visage oublié de France ». Élise a secoué la tête. Non. Gardez-la. Peut-être qu'un jour, quelqu'un comprendra. Ils se sont séparés alors que la nuit tombait sur Bordeaux. Rivat est reparti avec sa photographie. Élise est rentrée dans sa chambre avec sa chemise. Mais quelque chose avait changé. Pour la première fois en 30 ans, elle ne se sentait plus complètement seule. Les mois suivants ont été étrangement paisibles. Élise continuait à coudre. Ses doigts la faisaient de plus en plus souffrir. Mais elle persévérait. Elle avait accepté quelque chose. Julien ne saurait probablement jamais qui elle était. Mais elle avait fait ce qu'elle pouvait. Elle avait témoigné. Elle avait gardé cette chemise. Elle avait aimé. Et peut-être que c'était suffisant. En novembre 1932, Élise a commencé à tousser. Une toux sèche qui ne partait pas. Madame Roche lui a apporté du sirop. Mais la toux empirait. Devenait une douleur dans la poitrine. Une fièvre qui montait chaque soir. En janvier 1933, un médecin l'a examinée. Pneumonie. À votre âge, madame, il faut du repos complet. De la chaleur. Des médicaments que je ne peux malheureusement pas vous prescrire car ils coûtent trop cher. Élise savait ce que ça signifiait. Elle avait 61 ans. Pas d'argent pour les soins. Un corps usé par 6 décennies de travail et de chagrin. Elle allait mourir. Mais au lieu de la terrifier, cette certitude lui a apporté une étrange paix. Elle avait 2 choses à faire avant de partir. La première était simple. Elle a lavé la chemise de Julien une dernière fois. La plier avec le même soin qu'elle avait mis pendant 30 ans. La placer dans la petite boîte en bois qui ne la quittait jamais. La deuxième était plus difficile. Élise a pris une feuille de papier. Ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine tenir le crayon. Mais elle a écrit. Lentement. Chaque mot pesé. Chaque phrase réfléchie. Si celui qui porte le nom de Julien lit ces mots un jour, sache que tu as été aimé, que je ne t'ai pas abandonné par manque d'amour, mais par peur. Peur de ne pas être assez. Peur de te condamner à une vie de honte. Peur que mon amour ne suffise pas à te protéger du monde. J'ai eu tort. L'amour aurait dû suffire. Chaque jour pendant 30 ans, j'ai gardé la chemise que j'ai cousue pour toi. Chaque soir, j'ai prié pour que tu sois heureux. Pour que la famille qui t'a adopté t'aime comme je t'aurais aimé si j'en avais eu le droit. Je meurs en sachant que tu ne me pardonneras jamais.
Mais j'espère qu'un jour, tu comprendras que les femmes de mon époque n'avaient pas le choix. Que la société nous forçait à choisir entre notre dignité et nos enfants. Et que certaines d'entre nous ont passé le reste de leur vie à regretter ce choix. Je t'ai aimé, Julien. Je t'aime encore. Je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Ta mère qui n'a jamais eu le droit de porter ce nom. Élise Caron. Elle a plié le papier, l'a glissé dans la boîte à côté de la chemise, a refermé le couvercle, puis elle s'est couchée et a attendu la fin. Février 1933. Madame Roche a trouvé Élise Caron morte dans son lit un matin glacial. Elle était partie paisiblement, les mains croisées sur la poitrine, le visage étrangement serein, comme si elle avait enfin trouvé le repos qu'elle cherchait depuis 30 ans. Sur la table de chevet, la petite boîte en bois. À côté, une note pour Madame Roche. Merci de m'avoir permis de vivre avec dignité. Dans la boîte, vous trouverez ce qui compte vraiment. Si mon fils Julien me cherche un jour, donnez-lui ceci. Sinon, gardez-le en souvenir qu'une femme a aimé même quand on lui interdisait d'aimer. Madame Roche a ouvert la boîte en pleurant, a trouvé la chemise blanche soigneusement pliée, le papier avec les derniers mots d'Élise à son fils. Et rien d'autre. Pas d'argent, pas de bijoux, juste l'amour d'une mère préservée dans du tissu et de l'encre. L'enterrement a eu lieu 3 jours plus tard. 6 personnes présentes. Madame Roche, Monsieur Dubois le boulanger. La jeune femme qu'Élise avait aidée en 1928, venue avec son enfant de 5 ans. Alphonse Rivat le photographe. Et 2 anciennes clientes qui se souvenaient de ses broderies magnifiques. Pas de famille. Pas de prêtre qui connaissait son nom. Juste quelques personnes qui avaient croisé sa route et compris qu'elle méritait mieux que l'oubli. Rivat a placé une copie de la photographie de 1931 sur la tombe simple. Élise Caron, 1872-1933. Une femme qui a aimé en silence. Puis il est parti en se demandant si quelqu'un verrait un jour cette image et comprendrait toute l'histoire qu'elle contenait. Les mois ont passé. Puis les années. 1. La France sortait lentement de la crise économique. Bordeaux continuait sa vie comme si Élise n'avait jamais existé. Sa chambre a été louée à quelqu'un d'autre. Ses quelques affaires données aux pauvres. La seule chose que Madame Roche a gardée était cette petite boîte en bois avec son contenu précieux. En mars 1936, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un journaliste parisien du Figaro, nommé André Marchand, préparait un reportage sur les adoptions dans la France du début du siècle. Il cherchait des témoignages, des histoires, des images qui illustreraient la dureté de cette époque. En visitant l'exposition Visages oubliés de France d'Alphonse Rivat, récemment inaugurée dans une petite galerie de Bordeaux, il est tombé sur la photographie numéro 23. Une femme âgée tenant une chemise d'enfant. Le sourire étrange. Les yeux qui regardaient un point invisible. Marchand a lu la note de Rivat dans le catalogue. C, 60 ans, couturière. A gardé le vêtement de son fils abandonné pendant 30 ans. Décédé en 1933. Disait que ce n'était pas du deuil, mais le poids de la lâcheté. Le journaliste a senti qu'il y avait là une histoire plus profonde. A contacté Rivat. A obtenu les détails. Le nom complet. Élise Caron. L'asile Sainte-Marie. L'enfant, né en 1902. Adopté par la famille Morel. Morel. Ce nom lui disait quelque chose. Marchand a fouillé dans ses notes. 3 ans plus tôt, en 1933, il avait couvert une conférence médicale où un jeune docteur brillant de Paris avait présenté ses recherches. Docteur Julien Morel, spécialiste des maladies infantiles, trentenaire dévoué qui avait ouvert une clinique gratuite pour les mères démunies. Le même homme qui avait publié une annonce en 1929 pour retrouver sa mère biologique. Le même homme qui avait arrêté ses recherches, convaincu qu'elle ne voulait pas être retrouvée. Marchand a senti son cœur battre plus vite. Était-ce possible? Cette femme sur la photo était-elle la mère que Morel cherchait? La mère qui l'avait cherchée aussi, à sa manière, en gardant cette chemise pendant 3 décennies. Le journaliste a écrit à Julien Morel, a joint une copie de la photographie, a raconté l'histoire d'Élise Caron telle que Rivat la lui avait transmise, a mentionné la boîte conservée par Madame Roche.
3 semaines plus tard, un homme de 34 ans est descendu du train à la gare de Bordeaux. Visage fermé, mains tremblantes, cœur battant si fort qu'il avait du mal à respirer. Julien Morel est allé directement à l'adresse que Marchand lui avait donnée, a frappé à la porte de Madame Roche. Quand elle a ouvert, il a simplement dit « Je suis Julien ». La vieille femme a pleuré. A fait entrer cet étranger qui était le fils de son ancienne locataire. A sorti la petite boîte en bois. L'a posée sur la table entre eux. Julien a ouvert la boîte avec des mains qui tremblaient. A vu la chemise blanche. L'a touchée comme on touche une relique sacrée. A lu la lettre de sa mère. Et pour la première fois depuis qu'il était adulte, le docteur Julien Morel, homme rationnel et scientifique, a pleuré comme un enfant. Parce qu'il comprenait. Pendant 34 ans, il avait cru que sa mère biologique l'avait oublié, l'avait abandonné sans regret, avait continué sa vie sans penser à lui. Et maintenant, il tenait la preuve qu'elle avait pensé à lui chaque jour, qu'elle avait gardé cette chemise comme un trésor, qu'elle était morte en l'aimant encore. « Je pensais qu'elle m'avait oublié », a-t-il murmuré à Madame Roche. « J'ai passé ma vie à détester une femme qui n'a jamais cessé de m'aimer. » La propriétaire lui a raconté tout ce qu'elle savait. Les 30 ans de solitude, les nuits où elle entendait Élise pleurer, la discipline implacable qui la gardait en vie, les broderies magnifiques qu'elle créait pour oublier sa douleur, l'hiver 1929, où elle avait failli mourir de froid en serrant cette chemise contre elle. Et surtout, elle lui a parlé de 1930, des 17 lettres qu'Élise avait écrites et détruites, de sa conviction qu'elle ne méritait pas de se faire connaître, de sa peur que Julien la haïsse pour ce qu'elle avait fait. Elle vous aimait tellement qu'elle a préféré mourir dans le silence plutôt que de risquer votre rejet, a dit Madame Roche. Elle pensait qu'elle ne méritait pas d'être votre mère, mais elle l'a été, à sa façon, pendant 30 ans. Julien est resté à Bordeaux 3 jours, a visité la tombe d'Élise, y a déposé des fleurs, a pleuré devant cette pierre simple qui portait à peine son nom, a demandé pardon à une femme qui ne pouvait plus l'entendre. Puis, il a fait quelque chose qui aurait rendu Élise fière. De retour à Paris, il a intensifié son travail avec les mères célibataires. A ouvert la première clinique de France, où les femmes enceintes sans ressources pouvaient accoucher gratuitement et garder leurs enfants si elles le souhaitaient. A fait campagne pour changer les lois sur l'adoption, pour que plus jamais une mère ne soit forcée de choisir entre son enfant et sa survie. En 1939, grâce en partie à ses efforts, l'asile Sainte-Marie a été transformé en orphelinat avec des politiques humanisées. Les registres des archives de l'assistance publique montrent qu'entre 1939 et 1960, plus de 2000 mères ont pu garder leurs enfants grâce aux nouvelles structures de soutien. Chaque année, le 31 janvier, anniversaire de la photographie, Julien retournait à Bordeaux, visitait la tombe de sa mère, apportait des violettes, les fleurs qu'elle s'était offertes en 1918 pour la première fois en 17 ans. Et à chaque visite, il apportait la chemise blanche, la touchait, imaginait les mains de sa mère la cousant avec amour, se demandait comment sa vie aurait été différente s'il l'avait connue, s'ils avaient eu ne serait-ce qu'une conversation, un moment ensemble. En 1965, Julien Morel avait 63 ans, père de 2 enfants adoptés, grand-père de 5 petits-enfants, médecin retraité respecté dans tout Paris. Un soir, il a réuni sa famille, leur a montré la photographie de 1931, leur a raconté l'histoire d'Élise Caron. « Voici votre grand-mère », leur a-t-il dit, « une femme que je n'ai jamais rencontrée, mais qui m'a appris la leçon la plus importante de ma vie, que l'amour n'est pas toujours visible, que le sacrifice n'est pas toujours compris, et que parfois, les gens que nous jugeons le plus sévèrement sont ceux qui souffrent le plus. » La photographie et la chemise sont restées dans la famille Morel, transmises de génération en génération, pas dans un musée froid et impersonnel, mais dans une maison, touchée par des mains aimantes, regardée par des yeux qui comprennent maintenant toute l'histoire. En 2024, l'arrière-petite-fille de Julien Morel, Marie, professeure d'histoire à Lyon, a écrit un livre sur les mères célibataires dans la France du début du XXe siècle. Sur la couverture,
La photographie d'Élise tenant la chemise. Le titre. Le poids de la lâcheté. Les femmes oubliées d'une époque impitoyable. Dans la préface, Marie écrit « Mon arrière-grand-père Julien a passé sa vie à honorer la mémoire d'une mère qu'il n'a jamais connue. » Cette photographie de 1931 nous rappelle qu'avant de juger, nous devons comprendre. Qu'avant de condamner, nous devons écouter. Et que l'amour, même silencieux, même invisible, même écrasé par la honte, reste de l'amour. La chemise blanche cousue par Élise en 1902 existe toujours. Fragile, jaunie par le temps, mais préservée avec soin dans la maison de Marie, à Lyon. Chaque 31 janvier, la famille se réunit, regarde la photographie, touche la chemise, et se souvient d'Élise Caron, couturière, mère, survivante, une femme qui a porté le poids d'une époque entière sur ses épaules, qui a aimé en silence pendant 30 ans, qui est morte en croyant qu'elle avait échoué, mais qui, en réalité, a laissé un héritage plus puissant que toutes les médailles et tous les honneurs. L'héritage d'un amour indestructible, d'une dignité préservée malgré l'humiliation, d'une vie qui a compté, même si personne ne s'en rendait compte. Aujourd'hui, quand vous voyez cette photographie de 1931, ne voyez pas juste une vieille femme tenant un vêtement d'enfant. Voyez toutes les Élises du monde, toutes ces mères qui ont aimé dans l'ombre, tous ces sacrifices que personne n'a reconnus. Et rappelez-vous, la honte ne devrait jamais peser plus lourd que l'amour. Jamais. Avant de conclure, souvenez-vous que cette histoire fictionnelle inspirée de faits historiques nous rappelle une vérité intemporelle. Il n'y a pas de faute dans l'amour silencieux, seulement des cicatrices laissées par une époque injuste. Le courage d'Élise Caron ne fut pas celui de la rébellion, mais celui de la persévérance, celui de continuer à aimer malgré la honte, malgré le jugement, malgré la solitude. Et vous? Qu'auriez-vous fait à sa place? Croyez-vous qu'une mère puisse vraiment trouver la paix après un tel choix? Pensez-vous que notre société juge encore trop durement les femmes qui se trompent par amour? Si vous êtes resté jusqu'à la fin, écrivez le mot « mémoire » dans les commentaires, pour montrer que vous n'oubliez pas les histoires de celles qui ont aimé dans l'ombre. Dites-nous aussi de quelle ville vous nous regardez. Peut-être qu'une histoire ancienne de votre famille, transmise de génération en génération, pourrait inspirer un prochain épisode. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits émouvants. Aimez la vidéo, activez la cloche et partagez-la pour que ces destins oubliés continuent à vivre.